Bonsoir Marjorie. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Kauter Adimi. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir. Vous n'étiez il n'y a pas si longtemps dans Maghreb Orient Express. On va donc parler, Marjorie, forcément du nouveau roman de Kauter Adimi. Oui, tout à fait, Kauter Adimi. Donc vous êtes écrivaine franco-algérienne, lauréate du Renaudot des lycéens en 2017. Alors depuis 10 ans maintenant qu'on vous suit à TV5, vous nous racontez à travers vos romans cette Algérie qui vous est chère. Votre dernier roman, on le disait, Au vent mauvais, est paru aux éditions du Seuil. Alors c'est un récit qui débute dans l'Algérie des années 20, dans un petit village où on suit 3 personnages, Leïla, une femme, et puis 2 jeunes garçons qui deviennent des hommes, Tarek et Saïd, jusqu'aux années 90. C'est une histoire qui s'inspire, je crois, de vos grands-parents. En partie, du moins. En partie, en tout cas, c'est le début de l'histoire. C'est une histoire familiale, racontée tant de fois, ou plutôt chuchotée tant de fois, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a une part... jusqu'à quel point l'histoire a été déformée à travers le temps. Mais il y avait une histoire familiale, en effet, je laisserai le lecteur la découvrir, je ne veux pas dévoiler la fin de l'histoire. Et j'ai tiré les ficelles et j'ai imaginé une histoire dans l'histoire. Mais les 2 hommes que vous invitez ne viennent pas du même monde, Kauter Adimi, ça au moins on peut le dire. Oui, on peut dire plein de choses sur le livre. Donc en effet, Tarek et Saïd ne viennent pas du même monde, même si leur existence va se lier très vite. Tarek naît dans une famille très pauvre. Son père meurt dès la naissance du garçon, emporté par la boue, par une pluie diluvienne. Il naît d'une mère muette, il grandit dans le silence. Saïd, lui, vient d'une plus grande famille, d'un père. Le père est imam, il a une place dans la société, une place en tout cas dans le village. Il est très aimé, c'est un garçon fantasque, c'est un garçon créatif qui aime lire, qui aime le théâtre, assez joyeux, qui voit le monde en grand, qui ne voit pas de limite à ses rêves. Là où Tarek est un garçon plus raisonnable, il souhaite être berger, il ne veut pas quitter sa terre, il la quittera tout de même parce que c'est le XXe siècle. Et c'est facile comme ça de trouver le bon dosage en fait entre fiction et la réalité dont vous vous inspirez? Alors facile, non, ce n'est pas le terme que j'utiliserais, ça a été assez difficile à vrai dire. Mais une des clés, ça a été de changer tous les noms des personnages, tous les noms, le nom du village. Je l'ai inventé. Et changer les noms m'a donné une forme de liberté qui, je pense, aurait été plus compliqué à trouver et à prendre si j'avais gardé les vrais noms et le vrai village. Ce qui est d'ailleurs le cas dans votre roman, les vrais noms sont gardés à un moment donné, ce qui va être quand même assez dur. Oui, en effet, puisque tout le roman, il y a une espèce de mise en abîme, parce que Saïd, qui est donc l'ami de Tarek et de Leïla, disparaît, réapparaît dans la vie de ces 2 amis qui deviennent un couple, puis disparaît un moment, mais reste comme une espèce de souvenir, comme une ombre sur le couple, jusqu'à ce qu'il réapparaisse sous la forme d'un roman qu'il a publié en Algérie en 1972. C'est un roman qui fait date, c'est un roman très important en Algérie, tout le monde en parle, parce que c'est le premier roman de langue arabe. Et ce roman a une particularité, c'est qu'il parle de ces 2 amis, il les décrit. Il parle notamment de Leïla, une femme dont il cite le nom, il parle du village et il garde le nom du village. Et donc ça va faire scandale dans le village et ça va être toute une réflexion pour Leïla en tant que femme. Elle a l'impression d'avoir été, en quelque sorte, que son identité a été volée par cet homme, qu'elle a été violentée par cet homme et que la Leïla du livre a pris la place de la vraie Leïla, qu'elle doit donc se réinventer. L'effacement, oui. Alors dans ce roman, il y a pas mal de passages historiques que vous racontez. Est-ce qu'il y a eu un gros travail de documentation justement? Il y a eu un travail, puis aussi l'idée était de ne pas tomber dans l'écueil d'un roman historique, que la grande histoire ne prenne pas la place sur l'histoire et la destinée des personnages, c'était ça le propos. Donc j'ai fait quand même assez attention à cela, en essayant de doser ces moments-là. Il y a des ellipses, mais par exemple la fin de la Seconde Guerre mondiale est racontée à travers un fait historique que j'ai retrouvé de manière par hasard, vraiment une histoire de mutinerie à Versailles en 1944, où la ville, pendant quelques heures, a été prise par des soldats nord-africains. Et pour ça, j'ai fouillé les archives départementales, donc j'ai exhumé cette histoire-là. J'ai pas mal travaillé aussi sur le tournage de la bataille d'Alger. Le film Pontecorvo est assez important dans le roman, et Pontecorvo, le personnage, est très important dans la destinée de Tarek et donc de Leïla. J'ai fait des recherches sur aussi la vie des ouvriers dans les années 70 en France, dans les foyers, et le rapport à l'absence, aux familles, etc. Après, je répète, c'est pas un roman historique, c'est vraiment un roman avec des personnages. On voyage aussi à Rome. Et on a un petit peu aussi l'impression, justement, dans cette dimension de voyage, de retour un petit peu au pays, que dans la relève de la littérature francophone, il y a ce désir de creuser un peu un passé tabou en enquêtant sur les parents, les grands-parents. Je pense notamment à Leïla Slimani, à Sabine Roussouf. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez ressenti, vous aussi, avec l'écriture de ce roman? Moi, je n'ai pas ressenti. En tout cas, le mot tabou ne serait pas vraiment le mot adapté. Mais je dirais plus qu'il y a un héritage du silence.
Mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale, mais il n'en a jamais parlé, si ce n'est qu'il connaissait des mots en allemand, ce qui m'a toujours fascinée. J'ai moi-même fait de l'allemand ensuite pour ça. On a une espèce du coup d'affinité linguistique. Mais alors après, je me suis rendu compte qu'il connaissait surtout des ordres en allemand, parce que c'est ce qu'il avait appris par la Seconde Guerre mondiale. Et qui correspond au cauchemar aussi de Tarek. De Tarek, en effet. Mais il n'en a jamais parlé. Vraiment, la Seconde Guerre mondiale, il n'en a jamais parlé. Et la guerre d'Algérie, il en a très peu parlé. C'est pareil pour mes parents. Ils ont très peu parlé de la fin de la guerre qu'ils ont vécue jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Et je me suis rendu compte, parce qu'on se le dit souvent, nos parents ne parlent pas de la guerre, nos grands-parents ne parlent pas de la guerre. C'est vraiment, on hérite d'un silence et d'une histoire officielle, mais pas d'une histoire familiale. Et je me suis rendu compte que moi-même, je ne parle jamais de l'autre guerre, les années 90, et que mes amis n'en parlent jamais. On a nous-mêmes enterré cette histoire-là, et on est dans une espèce d'héritage du silence. Et c'est peut-être ça que j'ai eu envie de Juste, poser. Kauthar Adimi, pardon, Arjo, pour finir, juste au vent mauvais, c'est que la littérature peut être mauvaise, peut avoir un vent mauvais en quelques mots. Même vous dites pouvoir destructeur. Hein. Alors, c'est pas tant la littérature que l'usage du réel qui peut être un vent mauvais, parce que c'est ce que Leïla vit, c'est ce que Tarek vit aussi. C'est la façon dont on utilise la vie des gens, dont on vampirise la vie des gens. Et puis, ce sont des gens qui n'ont aucun pouvoir. Eux, ce ne sont pas des écrivains. Ce sont, en fait, ils le disent eux-mêmes, on est des petites gens, on n'est rien, on n'est personne. Et on vient vampiriser notre vie et on n'y peut rien. Parce que c'est la puissance des hommes qui sont artistes, écrivains, qui sont venus piller notre histoire et on n'a aucun recours possible. Merci beaucoup, Kauthar Adimi. Je rappelle votre dernier roman, Au vent mauvais, publié aux éditions du Seuil. Et aux éditions Barzac. Et vous avez co-signé avec Rachid Boucharé le scénario de Nos Frangins présenté à Cannes. Ça tenait à cœur de Marjorie de le lire. C'est Il sort fait. le 7 décembre, allez le voir. Voilà, on l'a dit.